Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette petite vidéo. Hop. Je vous arrête tout de suite, je vois que parmi vous, il y en a qui ont cliqué sur la vidéo. Oh tiens, super que lui, il a fait une autre vidéo, puzzle vidéo, vas-y, il faut que je regarde. Regardez la première partie. Aujourd'hui, on va parler de caméras dans cette vidéo. Toutes les caméras qui font la rentrée de 2022, qui sont présentes en 2022. Ça ne veut pas dire que ce sont des caméras qui sont sorties en 2022 ou qui vont sortir là entre maintenant et décembre, mais ce sont des caméras qui sont toujours d'actualité de nos jours, à l'heure du jour d'aujourd'hui. C'est une expression que j'adore, elle est extraordinaire. Alors, une autre marque que j'aimerais aborder maintenant, c'est Panasonic. Panasonic, non, on connaît tous le GH4 à l'époque. Ah, ils ont sorti le GH5, GH5S, GH5 II et maintenant GH6. Alors, le GH5, magnifique petite caméra, et GH5 II, on va pouvoir les trouver autour des 1300 €, capteur micro 4 tiers, c'est petit, c'est léger. Alors, durée vie de la batterie, on est entre 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, et si vous fermez l'écran et tout, vous pouvez pousser pas forcément jusqu'à 2 heures, mais un peu plus que 1h30, 1h40, peut-être 45. Il y a un autofocus dedans. Alors, le problème de Panasonic, avec toutes ces caméras, GH5, GH6, S5, S1H, toutes ces caméras ont un problème, c'est leur autofocus, et on va revenir dans une seconde. Par contre, donc l'avantage, c'est les caméras. Donc, GH5, pour moi, commence à être un petit peu dans le passé. Même GH5 II. Depuis que le GH6 est sorti, le GH5, on va le trouver autour des 1003 et le GH6 autour des 2000 €. Alors c'est marrant parce que 1003 et 2000 €, c'est à peu près le segment qu'a décidé de prendre Blackmagic. On voit là sur le graphique, clairement, c'est des trucs qui se tirent un peu la bourre. Alors le GH6 peut faire du ProRes en interne, peut faire du ProRes RAW en externe. Pour ceux qui aiment bien monter par exemple Final Cut. ProRes RAW n'est pas du tout pris en charge par Resolve. Et pas super bien pris en charge par Premiere. C'est plutôt pour ceux qui montent sur Final Cut. Le GH6, c'est une caméra plutôt d'interview. Le micro 4 tiers, pour moi, une véritable utilité pour l'ITV, puisque vous avez une profondeur de champ qui est plus grande. Et en tournant en 4K, vous allez pouvoir cropper dans votre image, et une petite erreur de mise au point va être plus facilement excusable que si vous avez un full frame avec une profondeur de champ extrêmement petite. Après maintenant, Panasonic a sorti le S1H, il y a 2 ans maintenant. Le S1H à 2750 à l'heure où je vous fais cette vidéo, qui est un full frame avec une 6K, avec un rendu dépôt qui est absolument incroyable. Le Vlog, bien sûr en interne, du RAW en externe, mais cette peau, moi c'est très joli, c'est un des rendus de peau que je préfère. Et puis le S1H a du HLG, Hybrid Log Gamma, pour augmenter votre plage dynamique, faire du HDR par exemple, 14 diaph de dynamic range, peut faire des slow motion jusqu'à 180 fps en Full HD. Il y a pour moi un petit défaut dans le S1H, c'est que c'est difficile de faire du slow motion full frame 4K. Voilà, il faut passer en mode crop, c'est-à-dire en Super 35. Je trouve ça un petit peu dommage. Après le succès du S1H, Panasonic a sorti un mini S1H, le S5, qui lui aussi, pareil, a été vendu à des milliers d'exemplaires. Le S5, c'est un boîtier plus petit qui est à 1400. Je regarde mes notes parce que comme on n'en a pas acheté, du coup, je connaissais pas le prix. Dual ISO, 640 4000, du Vlog, 12 diaph seulement de plage dynamique. Et puis à part ça, du RAW en externe, du full frame et toujours cette mise au point. Et c'est maintenant que j'aimerais parler de la mise au point de Panasonic. Maintenant qu'on va clore un petit peu avec cette marque. Panasonic, pour moi, a fait une erreur de s'entêter coûte que coûte à partir dans de la détection de contraste. Il y a quelques façons de pouvoir faire des détections de mise au point et faire la mise au point. Et une de ces façons, c'est de faire de la détection de contraste, c'est-à-dire on fait jouer notre focus jusqu'à trouver à quel moment est-ce qu'on a des contrastes qui sont suffisamment tranchés. Et là, on se dit, puisque c'est tranché et que c'est pas trop flou, ça veut dire qu'on est net. Alors, le problème de faire ça, c'est qu'il nous faut en permanence bouger légèrement notre point. Et ça se voit en arrière-plan, notamment avec un petit peu de pompage. Et du coup, de mise à jour en mise à jour en mise à jour, on nous a vendu à chaque fois une résolution du problème. Donc à chaque mise à jour, il y avait amélioration de la mise au point. Mais in fine, non, c'est toujours pas ça. Panasonic est toujours loin derrière ce que peut faire Canon ou Sony, par exemple. Vraiment loin derrière. Et ils se sont entêtés à faire de la détection de contraste et à pas vouloir faire de détection de phase. Et pour moi, c'est une erreur. Ils ont mis des millions à développer leur détection de contraste avec des focus from defocus. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors c'est assez fou ce procédé. Ça consiste à analyser à quelle vitesse un objet flou
commence à se défloutiser, hein, à devenir un peu net. En analysant à quelle vitesse il commence à devenir net, on sait exactement à quelle distance il se trouve, et du coup, on n'a plus qu'à faire pousser l'objectif jusqu'à cette distance. Ça, c'est tordu, mais c'est bougrement intelligent. Mais même en faisant ça avec leur système de détection de contraste, ça marche toujours pas. Ils ont également incorporé de l'intelligence artificielle dans les boîtiers pour améliorer la mise au point, mais malgré ça, ils sont toujours derrière Canon et Sony. Donc, moi j'ai envie de leur dire, vous savez quoi? Vous avez mis plein d'argent sur la table, c'est le moment d'encaisser les pertes et de partir sur un système peut-être avec une détection de phase additionnée à de l'intelligence artificielle, additionnée à la détection de contraste, et du focus from defocus, pour avoir genre l'autofocus qui démonte tout. Allez-y les gars. Parce que de l'autre côté, il y a une autre marque qui a vraiment tout déchiré avec leur autofocus, c'est Canon. Canon, quand ils sont venus avec le dual pixel sur la C100, il y a quelques années maintenant, pour ceux qui se rappellent, bah en fait tout le monde trouvait ça ouf de pouvoir avoir enfin une mise au point qui était utile. La C200, pareil, dual focus, les gens commençaient à faire des avancées et des reculs devant les caméras. Je dis putain, c'est dingue, tu regardes le point, c'est absolument incroyable avec un grand capteur comme ça. Mais le problème, c'est que Canon s'est un petit peu moqué de ses clients et ils ont sorti des produits qui étaient jamais complètement finis. À une époque où tout le monde sortait du 4K et continuait à sortir des caméras Full HD pour pas cannibaliser leur gamme. À une époque où tout le monde pouvait faire des caméras 422 10 bits, Canon nous sortait une caméra qui faisait ou bien du RAW, super lourd, ou bien sinon du 42088. Canon a regardé sa gamme et s'est regardé le nombril pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'ils aient décidé de finalement sortir un petit peu les chevaux. Ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait dépasser par une voire deux autres marques, et du coup ils ont décidé, bam, de remettre un petit peu le paquet. Et là ils ont sorti le R5. Mais le R5, qui était capable de faire du 8K quand même en interne, ben en fait, s'est fait balayer par, si vous avez suivi un petit peu, hein, toute cette polémique autour de la surchauffe et du fait que, apparemment, c'était une surchauffe logicielle qui bridait un petit peu le boîtier, puis pouf, après il suffisait de faire des mises à jour ou des petits tricks pour que le boîtier qui refusait de continuer à tourner, ben en fait accepte à présent de continuer à tourner. Puis là maintenant il y a une mise à jour logicielle, et la mise à jour logicielle fait que le R5 normalement n'a plus de problème de coupure après la chauffe. Ils n'ont pas voulu nous donner tout en fait, mais ils ont compris et ils ont sorti le R5C. R5C, chouette petite caméra, vraiment, mais le problème c'est que de manière trop profonde, Canon a entaché sa marque, a entaché la confiance de ses clients, des fidèles de la première heure, en ne donnant jamais vraiment ce qu'ils auraient pu ou dû donner, surtout comparativement à ce qui se passait sur le marché. Alors le R5C, il a des stats qui sont absolument folles, hein. Le R5C, il peut faire du 120p 4K, il peut faire du 8 carreaux 12 bits, 60 images secondes en interne. Et on va voir après qu'il n'y a pas beaucoup de caméras qui font du RAW en interne. On a Blackmagic, on a Red, et puis on a Canon. Il y en a qui me diront oui, Harry et Sony. On va y revenir à eux, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais Canon peut faire du RAW compressé à l'intérieur de ses caméras. Il y a un dual ISO sur leur R5C, je crois que c'est 800, 3200. Alors il n'y a pas de C-Log 2, il y a du C-Log 3. A priori c'est le C-Log 2, le bon jus. Le truc qui est le good stuff, tu vois. C-Log 3, je crois que c'est bien vraiment dans les très très hautes dynamiques. Mais comme je suis un très mauvais utilisateur de Canon, je ne pourrais pas vous le certifier. Et puis par contre sur la caméra, bah, on n'a pas de stabilisateur, alors que toutes les caméras Panasonic ont un stabilisateur Ibis. Et par contre on a des ventilateurs, c'est-à-dire plus de problème maintenant de surchauffe. On a une prise mini HDMI dessus. Mini HDMI. J'avais pas vu ça depuis le 5D Mark III. 2012. Donc voilà, en soi, c'est pas du tout une mauvaise caméra, hein. Elle a des specs vraiment qui sont plutôt très corrects, et puis il y a plein de personnes qui aiment beaucoup la colorimétrie de Canon. Maintenant, il n'y a pas un engouement énorme autour du R5C. Il s'en est vendu parce qu'il n'y avait plus que ça pendant des mois et des mois et des mois, même encore maintenant. Tout comme il n'y a pas eu une énorme raz-de-marée pour la C70 de Canon, qui est pour moi la deuxième caméra de Canon qui est utilisable actuellement. C70, c'est un capteur Super 35, avec la possibilité de pouvoir mettre un speed booster. Ok, pour avoir l'équivalent d'un full frame, qui a du DGO, donc le Dual Gain Output. Ça, pour le coup, c'est une très très bonne invention encore de Canon, super invention. Le Dual Gain Output, alors c'est pas un double ISO, ça permet de capturer une image à deux niveaux d'exposition différents, un élevé, un bas, et de faire la moyenne des deux. Et du coup, on se retrouve avec une image qui a une plus grande latitude. Donc clairement, c'est pour faire du HDR.
Et c'est très bien parce que c'est une problématique actuelle, le HDR, donc, enfin, il y a maintenant 2 ans, mais qui continue à être présente et de plus en plus présente et qui sera de plus en plus présente. Donc c'est très très bien le dual gain output. Le problème, c'est que c'est une caméra qui, pour moi, bah, en fait, n'a pas trouvé son public, quoi. Et je pense que c'est encore une fois uniquement lié au fait que Canon a un petit peu entaché sa marque. Et pendant longtemps, Canon a décidé de faire la part des choses entre ce qu'ils vendaient en photo et ce qu'ils vendaient en vidéo. Donc ils nous ont sorti très rapidement après les 5D, ils nous ont sorti la gamme C. C pour cinéma. Donc la gamme cinéma, clairement Canon, quand moi je parlais avec leurs représentants, ils me disaient non, attends, si tu veux faire de la vidéo, tu fais pas de la vidéo avec un 5D Mark III, enfin, c'est aberrant, personne ne fait ça, enfin, c'est un boîtier photo. Il faut que tu nous prennes une C100 qui fait de la Full HD sur un capteur Super 35, non, tu prends pas du... Attends. La vérité, c'est que depuis 2008, on tourne tous sur du full frame, tu vois, en Full HD, donc on veut continuer à faire ça. Je dis non, c'est la gamme C, c'est autre chose. Le R5, du coup, ils nous le vendaient comme également capable de pouvoir faire de la vidéo. Et puis attention, la vidéo en 8K. Hein. C'est de la bonne quand même. Il y a eu les problèmes qu'il y a eu, bon, très bien. Et ils ont sorti du coup le R5C. Ils ont dit, bon, bah, deuxième chance, tu vois. C'est pas le R5 II, c'est R5C. Et là, du coup, sur le R5C, on se retrouve avec un bouton, et c'est encore une fois un truc très intelligent de la part de Canon. Ils ont fait un bouton sélecteur de mode pour tourner en photo ou en vidéo. Et en fonction, le menu de la caméra change. En photo, on a un menu photo. En vidéo, on a un menu vidéo avec tout ce qu'il faut faire pour la vidéo. Ce qui n'est pas le cas de Pana, ce qui n'est pas le cas de Sony, par exemple. Et c'est d'ailleurs très 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 dommage parce que ça leur rend des menus qui sont des trucs à tiroirs énormes, illisibles, imbitables et tout. Donc très intelligent de la part de Canon d'avoir fait ça. Comme quoi, Canon maintenant revient sur ses positions, et on en est vraiment ravis, de se dire, bah finalement maintenant un appareil photo, c'est aussi une caméra. Faut oublier qu'à la base dans le game, c'est eux qui étaient venus avec un appareil photo qui était une caméra, hein, le 5D Mark II, que tout le monde a utilisé là. L'école 5D là, pourquoi on tourne aujourd'hui, pourquoi c'est flou derrière moi, c'est le 5D Mark II, hein. C'est ça qui a poussé. Et du coup, Canon n'a jamais voulu vraiment endosser cette politique, pour les raisons qui les regardent. Mais là maintenant, force est de constater qu'ils réalisent que peut-être, 14 ans plus tard, la caméra vidéo et l'appareil photo, il y a peut-être des vraies passerelles. Peut-être que les gens ont vraiment envie qu'il y ait des passerelles. En termes de prix, si vous êtes intéressé par la C70 ou le R5C, savoir que c'est sensiblement la même chose, vu qu'on est autour des 4000 €. Voilà. 4100 pour le R5C, et puis 4200 pour la C70. Alors la C70, nous l'avons comme une vraie caméra, à partir du moment où pour moi il y a des mini XLR, c'est pas une vraie caméra. Une vraie caméra, ça a des XLR. Sinon c'est un gros boîtier, quoi. Autour des 4000 €, chez Canon, on a quelque chose qui tient la route. Je ne vais pas parler de la C300 Mark III, je ne vais pas parler de la C700, de la C500. C'est des caméras qui, en fait, dans le paysage, dans le scope actuel, n'existent pas, simplement. Voilà, c'est tout bête, hein. Les C300, ça s'est vendu par kilo et par kilo et par kilo. La Mark II un petit peu moins, et la Mark III encore moins. Ceux qui renouvelaient leur gamme ont pris de la C300 Mark III, notamment pour faire du JRI, du journalisme dans les boîtes de télé. Dans le commun des mortels, de tous ceux qui vont faire du clip, de l'instit, de la vidéo de sport. Il n'y a pas de C300 Mark III. C'est tout petit. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. On va attaquer la troisième partie bientôt, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, demain, après-demain, dans une semaine, dans un an, dans 6 jours, donc je sais pas. J'espère pas dans un an, mais quand même. Moi, je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon petit-déj, une bonne nuit, je sais pas. Faites un bisou à madame et à votre chien et à votre chat et à vos enfants, et moi je vous dis à la prochaine.